Un mardi matin tranquille. La pluie tombait. Une petite ville qui ne devrait même pas exister sur sa carte. Le genre d'endroit que les hommes comme lui ne remarquent pas, dont ils n'ont pas besoin, dont ils ne se souviennent même pas de l'existence. Et pourtant, à 6 heures du matin précise, le chef de la mafia le plus craint de 5 villes se tenait sur un étroit porche en bois. L'eau dégoulinait de son manteau sombre. Ses yeux étaient fixés sur une porte qui lui était fermée depuis 3 ans, 2 mois et 11 jours. Il n'avait pas encore frappé. Il n'en avait pas besoin. Il pouvait entendre du mouvement à l'intérieur. Des pas légers. Quelque chose de petit qui heurtait un meuble. Un faible rire, aigu et insouciant. Le son d'un enfant qui n'avait jamais connu la peur. Sa poitrine se serra. La porte s'ouvrit et le monde s'arrêta. Elle se tenait là, encadrée par la faible lumière de la cuisine. Pieds nus sur le vieux bois, vêtue d'un simple pull saupoudré de farine. Comme si elle sortait d'une vie qui ne lui appartenait pas. Ses cheveux étaient attachés en arrière, sans soin. Des mèches tombaient sur son visage, plus douces que dans son souvenir. Elle semblait plus calme, plus petite, mais plus forte d'une manière qui n'avait rien à voir avec le pouvoir. Dans ses bras, 2 enfants. Pendant une seconde, son esprit refusa de comprendre ce que ses yeux voyaient. Il essaya de le corriger, de le remodeler en quelque chose de logique. Les enfants d'un voisin, la vie de quelqu'un d'autre. N'importe quoi, sauf ça. Puis la fillette sur sa hanche gauche bougea, levant la tête. Des yeux dorés. Ses yeux dorés. Son souffle le quitta comme s'il avait reçu un coup en pleine poitrine. Le garçon sur sa hanche droite ne bougeait pas beaucoup. Il se contentait d'observer, silencieux, immobile. Ces mêmes instincts vifs et calculateurs dans un visage bien trop petit pour les contenir. Des cheveux sombres, une présence calme. Les siens. La prise de conscience ne vint pas lentement. Elle le percuta d'un seul coup, brutal et indéniable. Les miens. Ses doigts se crispèrent sur ses flancs. L'envie de les atteindre était si forte que ses mains se mirent à trembler. Ses mains avaient brisé des hommes, signé des contrats valant des millions, mis fin à des guerres avant qu'elles ne commencent. Maintenant, elles tremblaient comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Sarah. Son nom se brisa dans sa gorge. Elle ne répondit pas. Elle ne s'adoucit pas. Ses yeux rencontrèrent les siens et il n'y avait aucune surprise. Aucune confusion. Juste de la reconnaissance et quelque chose de plus froid. Quelque chose sculpté par des années qu'il n'avait pas été là pour voir. Maîtrisé, sur ses gardes, verrouillé. La fillette se pencha vers elle, ses petits doigts agrippant son épaule. « Maman, c'est qui ?» Sa voix était douce, curieuse, sans peur. Il sentit quelque chose se fendre en lui. Les bras de Sarah se resserrèrent légèrement autour d'eux, un geste protecteur, instinctif. « Personne, dit-elle, sa voix calme, stable, comme si elle l'avait répété 100 fois dans sa tête. Il s'est trompé de maison. Un mensonge, il pouvait l'entendre, mais les enfants ne le savaient pas. Le garçon pencha la tête, le regardant toujours, ses yeux se plissant légèrement comme s'il essayait de résoudre une énigme que personne ne lui avait encore expliquée. Et la fillette, elle continuait de le fixer droit dans les yeux, comme si elle reconnaissait quelque chose, comme si une partie d'elle savait déjà. Son cœur se mit à battre trop fort, trop vite, comme s'il essayait de rattraper chaque seconde qu'il avait manquée. Chaque souffle qu'il n'avait pas été là pour entendre, chaque moment qui s'était produit sans lui. Ses enfants, sa voix se cassa, rauque, dépouillée de tout ce qui faisait autrefois que les hommes le craignaient. Là ne fait pas ça. Le mot le transperça, tranchant. Final. Sarah n'avait pas haussé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Le poids de ce mot suffisait. Il s'arrêta car pour la première fois de sa vie, il ne savait pas ce qu'il avait le droit de dire. La pluie glissait sur son visage, trempait sa chemise, coulait le long de sa mâchoire. Il ne bougeait pas, ne l'essuyait pas, ne respirait pas correctement. « Tu ne devrais pas être ici, dit-elle, simple, froid, comme s'il n'était rien. Comme s'il n'avait pas passé 3 ans à démolir son empire pour la retrouver. Comme s'il n'avait pas traversé des villes, des frontières, des alliances, juste pour se tenir sur ce porche. Comme s'il n'avait pas vécu avec le son de cette nuit résonnant dans sa tête, encore et encore. Sa gorge se serra. « Je t'ai cherché. Tu m'as trouvé, répondit-elle. Maintenant,
Pas. La porte commença à se fermer. La panique le frappa vite. Violente, inconnue. Sarah, le bois claqua entre eux. Le son résonna plus fort que n'importe quel coup de feu qu'il avait jamais entendu. Le verrou s'enclencha et d'un coup, elle avait de nouveau disparu. Il resta là, à fixer la porte, respirant difficilement, ses mains se crispant en point qui ne pouvaient rien briser cette fois, ne pouvaient rien réparer, ne pouvaient pas forcer leur entrée dans une vie qui avait appris à exister sans lui. À l'intérieur, il pouvait encore entendre de légers mouvements. Sa voix, plus douce maintenant, apaisante. Ses enfants. Sa poitrine lui faisait mal. Il devrait partir. C'est ce qu'elle voulait, ce que tout homme avec un peu de fierté ferait. Mais il n'était plus cet homme. Pas quand il s'agissait d'elle, pas quand il s'agissait d'eux. Lentement, comme si le poids du monde s'était installé dans ses os, il recula et s'assit sur les marches du porche. Le bois craqua sous lui. La pluie le trempait de partout, collant à sa peau, dégoulinant de ses cheveux. Il ne bougea pas, ne frappa pas à nouveau, n'appela pas son nom. Il resta simplement assis là, car pour la première fois depuis des années, il avait trouvé quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre à nouveau. À l'intérieur de la maison, la voix de la fillette parvint faiblement à travers la porte. « Maman, pourquoi le grand monsieur a l'air triste? » Silence. Puis la voix de Sarah, plus basse, plus tendue. « Il n'est pas triste, mon cœur. » Une pause. « Il est perdu. » Et dehors, sous la pluie, l'homme le plus puissant de 5 villes enfouit sa tête dans ses mains et resta. La nuit où tout a volé en éclats n'a pas commencé par des cris ou une trahison. Elle a commencé doucement, presque magnifiquement. Le genre de nuit dont on se souvient plus tard pour toutes les mauvaises raisons. La musique flottait dans les couloirs du domaine, basse et élégante, s'enroulant autour des piliers de marbre et des lustres dorés comme si elle y avait sa place. La ville s'étillait derrière les baies vitrées, ses lumières clignotant comme un millier de promesses silencieuses. Et à l'intérieur de ce monde de pouvoir et de précision, je me croyais en sécurité. Je me croyais aimé. C'était ma première erreur. J'étais censé être à ses côtés cette nuit-là. Tous les regards dans la pièce s'y seraient attendus. Le Don et sa femme, debout ensemble, intouchables, incassables. Un symbole de contrôle et de loyauté. Mais je n'étais pas là. Je ne me sentais pas bien depuis des jours. Un étrange vertige qui venait par vagues, une lourdeur dans mon corps qui n'avait aucun sens. Je lui ai dit que j'avais besoin de me reposer. Il avait touché mon front doucement, y avait déposé un baiser comme il le faisait toujours, et m'avait dit de ne pas m'inquiéter, qu'il s'occuperait de tout. Sa voix avait été calme, stable, la même voix qui me donnait autrefois l'impression que le monde ne pouvait pas m'atteindre. Je l'ai cru. Je le croyais toujours. Je me suis reposé un moment, mais quelque chose continuait de me tirailler. Pas de la peur exactement, pas de la suspicion, juste un malaise silencieux qui s'est installé au fond de ma poitrine et a refusé de partir. La musique en bas est devenue plus forte, les rires montants et descendants, et je me suis dit que j'étais stupide. C'était ma vie maintenant. C'était ma maison. Il n'y avait rien à craindre ici. Et pourtant, je me suis levé. Je me suis habillé avec soin, choisissant la robe de soie noire qui, selon lui, me donnait l'air d'être à ses côtés, pas derrière lui. Je me suis dit que je lui faisais une surprise, qu'il me regarderait comme avant, que tout redeviendrait normal. Le hall était bondé quand je suis sorti, les corps bougeaient, les voix se mélangeaient, mais il n'était pas là. Pas dans la pièce principale, pas près du bar, pas avec les hommes qui l'entouraient habituellement, comme des ombres. J'ai cherché lentement d'abord, puis plus vite, mon rythme cardiaque s'accélérant d'une manière qui n'avait aucun sens. Quelqu'un m'a salué, quelqu'un a souri, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai suivi mon instinct plutôt que la raison, dépassant le bruit, les lumières, pour entrer dans la partie plus calme du domaine où seules quelques personnes étaient autorisées à aller. Notre étage, notre espace privé. Le couloir était silencieux, trop silencieux. Sa porte était légèrement ouverte, juste assez pour que la lumière filtre, juste assez pour que le son s'échappe. J'ai entendu sa voix avant de voir quoi que ce soit. Basse, rauque, intime, le genre de voix qu'il n'utilisait jamais en public. Celle réservée aux moments qui n'appartenaient qu'à nous. Ma main s'est figée sur la poignée. Mon esprit a essayé de rattraper son retard, d'expliquer la situation, de trouver une raison logique, mais quelque chose au fond de moi savait déjà. Pourtant,
J'ai poussé la porte et tout en moi s'est immobilisé. Il était là, dans notre lit, le même endroit où il me serrait contre lui après de longues nuits, où il me murmurait des choses que personne d'autre n'était autorisé à entendre. Et il n'était pas seul. Elle était avec lui, ma sœur. Ses cheveux roux se déversaient sur sa poitrine comme une flamme qui avait enfin trouvé quelque chose qui valait la peine d'être brûlé. Sa main sur lui, son corps trop proche du sien, trop familier, trop déplacé. Pendant une seconde, le temps n'existait plus. Il n'y avait ni son, ni souffle, ni pensée. Juste un silence blanc et assourdissant qui a tout avalé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai même pas bougé. Je suis juste resté là, à regarder la vie en laquelle je croyais s'effondrer devant moi, comme si elle n'avait jamais été réelle. Il m'a vu le premier. Bien sûr qu'il l'a fait. Son corps entier s'est raidi. Son expression est passée de quelque chose de flou et distant à quelque chose de vif, d'horrifié, de réveillé d'une manière qui arrivait trop tard. Mon nom a quitté sa bouche comme si ça lui faisait mal. Sarah, mais je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Il ne restait plus rien en moi qui puisse répondre. Elle s'est retournée plus lentement, délibérément, et quand ses yeux ont rencontré les miens, il n'y avait aucune culpabilité, aucune honte, juste de la satisfaction. Une satisfaction silencieuse et victorieuse, comme si elle avait attendu ce moment depuis toujours, comme si elle avait déjà gagné quelque chose pour lequel je ne savais même pas que nous nous battions. J'ai fermé la porte doucement, avec précaution, comme pour sceller quelque chose qui ne devrait jamais être rouvert. Derrière moi, j'ai entendu du mouvement. Sa voix s'élevait, des pas se rapprochaient, la poignée tournée, mais ça n'avait pas d'importance. Rien de ce qu'il dirait ne pourrait changer ce que j'avais vu. Rien de ce qu'il expliquerait ne pourrait effacer l'image gravée dans mon esprit. Je suis parti avant qu'il ne puisse m'atteindre, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit qui m'aurait forcé à ressentir quelque chose. Parce que ressentir m'aurait brisé, et je n'avais pas le luxe de me briser. C'est à ce moment-là que j'ai disparu. Pas quand j'ai quitté le domaine, pas quand je suis sorti dans la nuit, mais là, dans ce couloir, avec sa voix derrière moi et le silence en moi. La femme qu'il aimait est morte dans l'embrasure de cette porte. Et celle qui est partie, elle ne s'est pas retournée. Je n'ai pas couru immédiatement. Ça aurait été trop évident, trop émotionnel, trop facile à arrêter. Au lieu de ça, j'ai marché lentement, d'un pas régulier, maîtrisé. La façon dont on se déplace quand le monde vous regarde et que vous refusez de lui donner la satisfaction de vous voir vous effondrer. La musique en bas jouait toujours. Les rires résonnaient toujours. Les verres s'entrechoquaient toujours, comme si rien n'avait changé, comme si ma vie ne venait pas de s'effondrer derrière une porte fermée. J'ai croisé des gens qui m'ont souri, qui ont hoché la tête respectueusement, qui n'avaient aucune idée que la femme qu'ils saluaient n'existait plus. J'ai souri en retour. C'était le dernier mensonge que j'ai dit à l'intérieur de cette maison. J'ai atteint notre chambre, pas celle que je venais de quitter, mais la plus petite suite privée de l'autre côté du couloir, où je lisais parfois quand le domaine semblait trop grand, trop bruyant, trop étouffante. Mes mains n'ont pas tremblé en ouvrant la porte. Elles n'ont pas tremblé en traversant la pièce. J'ai fait un seul sac. Pas les robes, pas les bijoux, pas les choses chères qui m'avaient autrefois donné l'impression d'appartenir à son monde. J'ai laissé tout ça derrière moi comme si ça n'avait jamais été à moi. J'ai pris seulement ce qui comptait. Le médaillon de ma mère, une tenue de rechange simple, une petite somme d'argent que j'avais cachée pour des raisons que je ne pouvais pas expliquer à l'époque, mais que je comprenais parfaitement maintenant. Je me suis arrêté une fois, juste une fois, quand j'ai vu la photographie sur la table de nuit. Lui, debout derrière moi, sa main posée sur mon épaule. Nous deux, avec l'air de quelque chose d'incassable. Je ne l'ai pas prise. Je ne l'ai même pas touchée. Je me suis détourné. Ses pas étaient dans le couloir maintenant. Plus proche, plus rapide, appelant mon nom comme s'il lui appartenait encore. Je n'ai pas attendu pour entendre ce qu'il dirait. Je me suis glissé par le couloir de service, celui que le personnel utilisait, celui que personne d'important ne remarquait jamais. Le pouvoir vous aveugle comme ça. Il vous fait oublier les petites portes, les chemins cachés, les issues qui ne ressemblent pas à des sorties jusqu'à ce que vous en ayez besoin. J'ai traversé des cuisines qui sentaient les épices et la chaleur, des passages de service étroits, dépassant des gens qui baissaient les yeux par habitude et ne se demandaient jamais où j'allais.
J'ai marché comme si j'avais un endroit où aller, comme si j'en avais la permission. Personne ne m'a arrêté. L'air extérieur m'a frappé comme un choc. Froid, vif, réel. Pour la première fois de la nuit, je pouvais respirer. Le domaine se dressait derrière moi, tout en pierre et en acier, avec ses gardiens silencieux. Une forteresse construite pour tenir les ennemis à l'écart et contenir le pouvoir. Je suis sorti de sa portée sans regarder en arrière. C'était la règle que je me suis fixée à ce moment-là. Ne pas regarder en arrière. Ni pour lui, ni pour la vie que j'avais perdue, ni pour quoi que ce soit qui pourrait me faire hésiter. L'hésitation me ferait d'attraper. L'hésitation me ramènerait de force dans un monde qui avait déjà choisi de se débarrasser de moi. J'ai accéléré une fois arrivé dans les jardins extérieurs, coupant à travers des sentiers que j'avais mémorisés pendant des jours plus calmes, passant les points de contrôle juste avant la relève des gardes, restant dans les angles morts que seule une personne ayant vécu là pouvait connaître. Chaque seconde s'étirait, tendue. S'il envoyait des hommes à ma poursuite, et il le ferait, cette fenêtre se refermerait rapidement. La voiture que j'ai atteinte n'était pas la mienne. Rien dans cet endroit n'avait jamais vraiment été à moi. Mais je savais où les clés étaient gardées et je savais conduire. J'ai démarré le moteur avec des mains stables et je suis parti avant que quiconque ne puisse poser de questions. La ville s'est ouverte devant moi, des lumières s'étirant dans l'obscurité, des routes menant partout et nulle part à la fois. J'ai conduit sans direction au début, juste pour la distance. La distance de lui, d'elle, du souvenir qui se rejouait derrière mes yeux, peu importe à quel point j'essayais de le repousser. Plus je m'éloignais, plus le silence s'installait. Le bruit du domaine remplacé par le ronronnement du moteur et le son de ma propre respiration. J'aurais dû ressentir quelque chose alors. Du chagrin, de la colère, de la rage, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien, juste ce même vide immobile, comme si mon corps avait décidé d'éteindre tout ce qui pouvait me faire du mal. J'ai conduit jusqu'à ce que la ville s'estompe, jusqu'à ce que les bâtiments cèdent la place à des routes vides et à de sombres étendues de terre que personne ne se souciait de revendiquer. La voiture est tombée en panne d'essence quelque part après minuit. Je l'ai laissée là où elle s'est arrêtée et j'ai continué à pied. Le sol était rugueux sous mes chaussures, l'air plus froid à chaque pas. Je ne me suis pas arrêté. Pas quand mes jambes me faisaient mal, pas quand mes poumons me brûlaient, pas quand le monde autour de moi n'est devenu que des ombres et du silence. S'arrêter signifiait penser. Penser signifiait ressentir. Et ressentir n'était pas quelque chose que je pouvais me permettre. Quelque part entre un pas et le suivant, la prise de conscience s'est installée tranquillement dans mes os. J'étais seul, complètement, irréversiblement seul. Pas de garde, pas de mort, pas de protection, pas de nom qui avait du poids. Juste une femme sur une route avec un seul sac et un avenir qui n'existait plus. Et pour la première fois cette nuit-là, quelque chose a vacillé dans le vide. Pas la peur, pas encore. Quelque chose de plus vif, de plus froid. La survie, je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Tout ce que je savais, c'est que je ne retournerais pas en arrière. Pas à lui, pas à cette vie, pas à la version de moi-même qui avait cru qu'elle y était en sécurité juste parce qu'un homme puissant l'avait dit. Quoi qu'il arrive après ça, ce serait à moi. Et quelque part loin derrière moi, dans un monde d'acier et de pouvoir, un homme qui n'avait jamais rien perdu d'important commençait à peine à comprendre ce que signifiait tout perdre. 3 jours plus tard, j'ai arrêté de fuir. Non pas parce que je me sentais en sécurité, mais parce que mon corps refusait d'aller plus loin. La route était passée de l'asphalte à la terre battue tôt le matin. La ville était loin derrière moi, remplacée par des montagnes qui semblaient se refermer sur elles-mêmes, comme si elles cachaient quelque chose ou quelqu'un. L'air ici était différent, plus rare, plus calme, épargné par le genre de pouvoir qui suivait des hommes comme lui. C'est pour ça que je l'ai choisi. Ou peut-être que c'est lui qui m'a choisi. Quoi qu'il en soit, quand j'ai vu le petit panneau en bois indiquant Grey Hollow, quelque chose en moi a murmuré. C'est ici que tu vas disparaître. La ville semblait avoir été oubliée exprès. Une poignée de bâtiments regroupés. Une seule route la traversant. Pas de caméra au coin des rues. Pas de voiture noire à l'arrêt avec le moteur en marche. Pas d'hommes observant depuis l'ombre. Juste des gens normaux. Le genre qui se réveillait tôt, ouvrait ses boutiques et se souciait plus de la météo que de savoir qui contrôlait la ville à 200 mètres de là.
Je suis resté à l'orée de la ville pendant un long moment, mon sac suspendu à mon épaule, mes vêtements portant encore la faible odeur d'une vie à laquelle je n'appartenais plus. J'ai attendu que quelqu'un me reconnaisse, que quelqu'un regarde de trop près, que le monde que j'avais fui me rattrape. Personne ne l'a fait. Je suis entré dans Grey Hollow comme si j'y avais toujours été. La boulangerie a été le premier endroit que j'ai trouvé. Non pas parce que je la cherchais, mais parce que l'odeur du pain frais m'a attiré avant que je puisse réfléchir. Chaude, réconfortante, réelle. Elle a touché quelque chose au fond de moi que je n'avais pas ressenti depuis des années. La faim. Pas seulement la faim de nourriture, mais la faim de quelque chose de simple, de quelque chose d'honnête. La femme derrière le comptoir a levé les yeux quand je suis entré. Elle était plus âgée, ses mains couvertes de farine, ses yeux vifs d'une manière qui me disait qu'elle avait vu plus de choses qu'elle n'en disait. Elle m'a regardé de la tête aux pieds, observant l'épuisement, la saleté, le silence qui m'enveloppait comme une armure. « Vous avez besoin d'un travail ?» demanda-t-elle comme si elle connaissait déjà la réponse. Je n'ai pas hésité. Oui. Elle a fait un signe de tête vers l'arrière. On ouvre à 5 heures. Soyez là avant si vous voulez le garder. Pas de questions, pas de suspicion, juste une offre. Je suis resté. La chambre au-dessus de la boulangerie était petite, à peine assez d'espace pour un lit et une chaise, mais elle était à moi. La première chose qui était à moi depuis longtemps. J'ai payé en espèces. Pas de nom, pas de registre, pas de lien. Le genre d'existence qui ne laisse pas de traces. Chaque instinct en moi hurlait que ce n'était pas assez, qu'il me trouverait, que les hommes comme lui trouvaient toujours ce qu'ils cherchaient. Mais les jours ont passé et rien ne s'est produit. Pas de voiture noire, pas de pas derrière moi, pas de voix appelant de mon nom. Le silence aurait dû être réconfortant. Il était angoissant. C'était comme attendre. Je travaillais tôt le matin, mes mains apprenant le rythme de la pâte, de la chaleur et du temps, et maintenant. Mes muscles s'adaptaient à quelque chose de réel au lieu d'ornemental. Personne ici ne savait qui j'étais. Ils s'en fichaient. Pour eux, j'étais juste une autre femme essayant de gagner sa vie. Silencieuse, polie, fiable. Je gardais la tête baissée, la voix basse, mon passé enfoui si profondément qu'il aurait pu ne jamais avoir existé. La nuit, je m'allongeais dans le petit lit et je fixais le plafond, écoutant la ville s'endormir, comptant chaque souffle comme une preuve que j'avais survécu à une autre journée sans être trouvé. Puis la maladie est revenue. Ça a commencé par une vague de nausées qui m'a frappé au milieu du pétrissage de la pâte, vive et soudaine me forçant à m'agripper au bord de la table pour rester debout. Je me suis dit que c'était l'épuisement, le stress, les séquelles de tout ce que j'avais traversé. Mais ça ne s'est pas arrêté. C'est revenu le lendemain et le jour d'après, plus fort à chaque fois, accompagné d'un vertige qui faisait basculer la pièce d'une manière qui n'avait rien à voir avec la fatigue. Le cabinet du médecin était à 2 rues de là, un petit bâtiment à la peinture écaillée et une enseigne qui semblait être là depuis plus longtemps que la plupart des habitants de la ville. J'ai failli ne pas y aller. J'ai failli me convaincre que je pouvais l'ignorer, le surmonter, y survivre comme tout le reste. Mais la survie ne consiste pas à ignorer ce qui vous arrive. Elle consiste à y faire face avant que ça ne vous brise. Il était jeune, ou peut-être qu'il avait juste l'air jeune comparé au poids que je portais. Il a posé des questions simples, a écouté attentivement et n'a pas insisté quand mes réponses sont restées courtes. Il y avait quelque chose de stable en lui, quelque chose d'ancré, comme s'il appartenait à ce monde tranquille d'une manière que je ne comprenais pas encore. Le test n'a pas pris longtemps, le résultat non plus. « Vous êtes enceinte ?» a-t-il dit, observant mon visage comme s'il s'attendait à ce que quelque chose se brise. Ce ne fut pas le cas. Pas au début. Mon esprit a essayé de le rejeter, de le repousser, de nier la possibilité. Parce que l'accepter signifiait que tout venait de devenir plus compliqué, plus dangereux, plus permanent. Je l'ai regardé, lui, le petit bout de papier dans sa main, la réalité écrite là d'une manière qui ne pouvait être défaite. De combien de temps? Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Quelques semaines, peut-être plus. Nous devrons faire d'autres tests pour être sûrs. Plus de tests, plus de confirmations, plus de vérité. J'ai hoché la tête lentement, comme si je comprenais quelque chose que je ne ressentais pas encore pleinement.
Quand je me suis levé pour partir, la pièce a de nouveau basculé, mais cette fois, ce n'était pas à cause du vertige. C'était à cause du poids de ce que cela signifiait. J'ai retraversé la ville, dépassant des gens qui souriaient, des bâtiments qui commençaient à me sembler familiers, une vie que je venais à peine de commencer à construire. Enceinte, plus seulement en fuite, plus seulement en survie, portant quelque chose, quelqu'un, son enfant. La pensée m'a frappé comme une explosion à retardement, fissurant l'engourdissement dans lequel je vivais. Je me suis arrêté au milieu de la rue, le souffle coupé, le cœur réagissant enfin à quelque chose de réel. Tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais risqué, tout ce que j'avais laissé derrière moi, ce n'était plus seulement à propos de moi. Ça n'avait jamais été seulement à propos de moi. Et pour la première fois depuis cette nuit-là, la peur s'est vraiment installée. Parce que s'il l'apprenait un jour, s'il le savait un jour, il ne viendrait pas seulement pour moi, il viendrait pour eux. La tempête a éclaté la nuit de leur naissance. Le genre de tempête qui donne l'impression que le monde est en train d'être déchiré et reconstruit en même temps. Le vent hurlait dans les rues étroites de Grey Hollow, faisant vibrer les fenêtres et pliant les arbres comme s'il n'était rien. Et je me souviens avoir pensé dans les brefs moments de répit entre les douleurs que c'était approprié. Tout dans ma vie avait déjà été déchiré. Peut-être que c'était le moment où quelque chose de nouveau prendrait sa place. Je n'étais pas censé accoucher si tôt. Le médecin avait dit que j'avais le temps, des semaines au moins, du temps pour me préparer, pour respirer, pour trouver comment j'allais faire ça seul. Mais la vie ne m'avait jamais demandé si j'étais prête. Elle le décidait simplement et je suivais. La première contraction m'a frappé alors que je fermais la boulangerie. Assez vive pour me couper le souffle, assez forte pour me faire agripper le comptoir jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je me suis dit que ce n'était rien. Le stress, l'épuisement. Un autre mensonge, je devais tenir la prochaine heure. À la troisième contraction, je ne pouvais plus mentir. Le trajet jusqu'à la clinique s'est estompé en fragments. La pluie contre le pare-brise, les mains agrippant le siège, ma respiration en rafale irrégulière alors que la douleur déferlait en vagues qui semblaient sans fin. Le médecin était déjà là quand nous sommes arrivés. Sa présence calme était la seule chose stable dans une nuit qui refusait de ralentir. Tout s'est enchaîné rapidement après ça. Des voix, des instructions, des mains me guidant, m'ancrant, me tirant à travers quelque chose qui semblait impossible. Et puis soudain, ce n'était plus seulement moi. Le premier cri a percé la tempête, fort, féroce, sans concession. Une fille. Ils l'ont placée dans mes bras, minuscule et furieuse, ses yeux s'ouvrant presque immédiatement, comme si elle avait quelque chose à prouver au monde. Doris, indubitablement Doris. Mon souffle s'est coupé, mon cœur a raté un battement comme il ne l'avait pas fait depuis que je l'avais quittée. Elle m'a regardé comme si elle savait déjà tout, comme si elle était arrivée avec le feu dans les veines et aucune intention de rester petite. J'ai failli craquer à ce moment-là, failli laisser tout ce que j'avais enfoui remonter à la surface. Mais il n'y avait pas le temps. Le second est arrivé plus silencieusement, plus doucement. Un garçon. Son cri n'en était pas un, plutôt un petit son, comme s'il observait avant de réagir, prenant la mesure du monde avant de décider ce qu'il en pensait. Ils l'ont placé à côté de sa sœur et il s'est calmé instantanément. Son petit corps immobile, sa présence calme d'une manière qui semblait impossible pour quelque chose de si nouveau. Ses cheveux étaient sombres, ses traits fins d'une manière qui ne ferait que s'affirmer avec le temps. Et ses yeux, quand ils se sont ouverts, n'étaient pas dorés. C'étaient les miens. Je les ai regardés tous les deux, le poids de la réalité s'installant dans ma poitrine d'une manière qu'aucune douleur n'aurait jamais pu le faire. 2 enfants, 2 vies, 2 morceaux d'un passé que j'avais essayé de laisser derrière moi, baillés maintenant, enveloppés dans des couvertures et placés dans mes bras, comme s'ils y avaient toujours appartenu. Des jumeaux, a dit le médecin doucement, en m'observant attentivement. Vous ne le saviez pas. J'ai secoué la tête, incapable de parler par-delà la tempête qui se levait en moi. Je m'étais préparé pour un enfant que je pourrais protéger, une vie que je pourrais cacher, un secret que je pourrais porter. Ça, c'était tout autre chose. C'était le double de risque, le double de danger, le double de raison pour qu'ils viennent chercher s'ils l'apprenaient un jour. Si. Ce mot n'avait jamais semblé si fragile. La fille a bougé la première,
ses minuscules doigts agrippant ma chemise avec une force surprenante. Sa présence exigeait de l'attention, de l'espace, exigeait tout. Le garçon a suivi, non pas avec urgence, mais avec certitude, sa petite main se posant sur mon bras comme pour nous ancrer tous les deux dans la même compréhension silencieuse. Ils étaient si différents, et pourtant ils étaient tous les deux de lui. Cette vérité pesait lourdement dans ma poitrine, impossible à ignorer. J'aurais dû détester ça. Détester le rappel, détester le lien qui refusait d'être rompu, peu importe à quelle distance je fuyais. Mais en les regardant, en les tenant, en sentant le poids fragile de leur existence contre ma peau, j'ai réalisé quelque chose qui me terrifiait plus que tout. Je ne détestais pas. Je les aimais complètement, sans hésitation, sans condition. Et cet amour changeait tout. Le monde extérieur à la clinique ne savait pas qu'ils existaient. La tempête a englouti la ville, la nuit cachant tout ce qui comptait. Et pendant quelques heures, j'ai eu l'impression que nous étions les trois seules personnes au monde. Mais les tempêtes passent, toujours. Et quand elles le font, le monde revient plus net, plus clair, plus dangereux qu'avant. Je l'ai appelée Lena, forte, inflexible, un nom qui semblait appartenir à quelqu'un qui ne laisserait jamais le monde la briser. Je l'ai appelée Ash, silencieux, stable, quelque chose qui reste même après que tout le reste a brûlé. Lena et Ash, mes enfants, ma responsabilité, ma raison de continuer à fuir. Parce qu'en les tenant, en écoutant la tempête s'apaiser et en sentant leur petit souffle contre ma peau, une vérité est devenue impossible à ignorer. S'ils nous trouvaient un jour, ils ne les verraient pas seulement comme des enfants, ils les verraient comme des héritiers. Il n'a pas commencé à chercher la nuit où elle est partie. Ça aurait été trop simple, trop humain, trop lent pour un homme comme lui. Au moment où la porte s'est refermée derrière elle, au moment où son absence s'est installée dans les murs de son domaine comme un silence qui n'y avait pas sa place, quelque chose en lui a basculé avec une violence que personne d'autre ne pouvait voir. Les hommes le craignaient depuis des années. Les villes s'étaient pliées à ses décisions. Les ennemis avaient appris à ne pas respirer trop fort en sa présence. Mais rien de tout cela ne l'avait préparé à ce que l'on ressent en entrant dans une pièce et en réalisant qu'elle n'y était plus. Au début, il a pensé que c'était temporaire. De la colère, de la fierté, un silence blessé. Il lui a donné du temps, des heures qui se sont étirées en une nuit qui n'a jamais pris fin. Au matin, le calme s'était fracturé. L'après-midi, il avait complètement disparu. À la tombée de la nuit, le Dong qui ne poursuivait jamais rien était en train de saccager son propre empire comme s'il l'avait trahi. Chaque sortie a été vérifiée. Chaque garde interrogé, chaque caméra visionnée et revisionnée image par image, jusqu'à ce que les séquences se brouillent en un mouvement insignifiant. Il l'a regardée s'éloigner par les couloirs de service, a regardé le moment exact où elle a disparu hors de sa portée, et quelque chose de froid et de tranchant s'est installé dans sa poitrine. Elle n'avait pas fui dans la panique. Elle était partie avec un but. Cette prise de conscience a tout aggravé. Il a d'abord envoyé des hommes, non par distance, mais par instinct. Des yeux entraînés, des traqueurs silencieux, des gens qui savaient comment suivre des fantômes à travers des villes bondées et des routes vides. Ils sont revenus sans rien. Pas une trace, pas un signalement, pas même une rumeur. Elle s'était volatilisée d'une manière qui n'aurait pas dû être possible pour quelqu'un sans pouvoir, sans protection, sans le genre de réseau qu'il contrôlait. C'est alors qu'il a compris la vérité qu'il avait évitée. Elle n'avait jamais eu besoin de son pouvoir pour survivre. La ville est devenue plus petite dans les jours qui ont suivi. Non pas parce qu'elle a changé, mais parce que lui a changé. Les réunions étaient écourtées, les alliances retardées, les ennemis ignorés. Son attention, autrefois répartie entre territoire, contrat et contrôle, s'est resserrée en un seul objectif implacable: la trouver. Rien d'autre ne comptait. Les hommes qui se tenaient autrefois avec assurance devant lui ont commencé à hésiter, sentant quelque chose d'instable sous la surface, quelque chose qui ne suivait pas les règles qu'il comprenait. Les semaines ont passé, puis les mois. La recherche n'a pas ralenti, elle s'est approfondie. Il a cessé de faire confiance à ce qu'il voyait et a commencé à remettre en question ce qu'il savait. La nuit se rejouait dans son esprit, avec une clarté qui devenait plus nette au lieu de s'estomper. Chaque détail, chaque mouvement, chaque seconde qui a mené au moment où elle se tenait dans cette embrasure de porte, quelque chose n'allait pas.
Pas avec ce qu'elle a vu, mais avec ce dont il se souvenait. Parce qu'il ne se souvenait pas de l'avoir choisi. Cette prise de conscience est venue comme une fissure dans la pierre, silencieuse au début, puis impossible à ignorer. Il est retourné au début, aux heures qui ont précédé la nuit où tout a volé en éclats. Qui était là, qui lui avait parlé, qui avait versé son verre, qui était resté proche alors qu'il n'avait aucune raison de l'être? Des schémas sont apparus là où il n'avait rien vu auparavant. De petites incohérences, de minuscules changements qui ne signifieraient rien pour personne d'autre, mais qui signifiaient tout pour un homme qui avait bâti sa vie sur le contrôle. Il a commencé à poser des questions différentes. Des hommes ont disparu après que ces questions ont été posées. Pas au hasard, pas sans raison, mais précisément, soigneusement, comme des pièces retirées d'un échiquier qu'il commençait à peine à comprendre. Des fournisseurs, des intermédiaires, des gens qui géraient des choses qui n'étaient jamais censées être tracées. Ça a pris du temps. Ça a pris de la patience. Ça a pris une sorte de concentration qui ne laissait de place à rien d'autre. Et puis finalement, la vérité a éclaté. La vérité n'était pas spectaculaire. Elle n'est pas venue avec une confession criée dans la peur ou un moment de trahison évidente. Elle est venue tranquillement, dans une pièce loin de la ville, d'un homme qui se pensait trop petit pour compter et donc trop invisible pour être remarqué. Un nom a été prononcé, puis un autre. Des substances ont été mentionnées qui n'avaient pas leur place dans son monde, à moins que quelqu'un ne les y ait mises délibérément. Des sédatifs, contrôlés, spécifiques, conçus pour brouiller la mémoire, affaiblir le jugement, créer des moments qui semblaient réels tout en retirant la capacité de les contrôler. Sa main s'est crispée sur la table alors que les pièces s'alignaient, non pas lentement, mais d'un seul coup. Elle, la sœur, toujours proche, toujours présente, toujours à l'affût. La façon dont elle s'était positionnée dans son espace, la façon dont elle avait comblé des distances qui n'auraient pas dû l'être, la façon dont elle l'avait regardé comme quelque chose à prendre, pas à respecter. Et derrière elle, quelque chose de plus grand. Une famille rivale, patiente, stratégique, attendant la seule faiblesse que personne ne croyait qu'il avait. Ils n'avaient pas attaqué ses affaires, ils n'avaient pas défié son pouvoir. Ils s'en étaient pris à la seule chose qui ne pouvait être défendue par des armes ou la loyauté. Je suis désolé. La pièce est tombée dans le silence après que la dernière pièce a été révélée, mais le silence n'a pas duré. Il s'est brisé sous le poids de ce que cela signifiait. Ça n'avait jamais été un accident. Ça n'avait jamais été une erreur. Ça avait été construit, planifié, exécuté, avec une précision destinée à détruire quelque chose de l'intérieur. Il se leva lentement, le calme de ses mouvements plus dangereux que toute colère visible. L'homme en face de lui cessa de respirer correctement, sentant quelque chose de final dans l'air. Quelque chose qui ne laissait aucune place à la négociation ou au regret. 3 ans. 3 ans de recherche, 3 ans de vide, 3 ans à se réveiller dans un espace qui portait encore sa présence et à savoir qu'il l'avait perdu sans comprendre pourquoi. Maintenant, il comprenait. Et la compréhension n'a pas apporté de soulagement. Elle a apporté une direction. Il les a démantelés pièce par pièce. Pas rapidement, pas négligemment, mais minutieusement. La famille rivale n'est pas tombée en une seule nuit. Elle s'est effilochée sur des mois, leurs opérations s'effondrant de manière à faire croire à une coïncidence jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à remettre en question. La sœur fut plus difficile, non pas parce qu'elle était puissante, mais parce qu'on lui avait autrefois fait confiance. Cela la rendait plus dangereuse, pas moins. Elle a fini par disparaître, pas de façon spectaculaire, pas publiquement, mais complètement effacée, de la même manière qu'elle avait essayé d'effacer quelqu'un d'autre. Ça aurait dû être suffisant. Ça ne l'était pas, parce que rien de tout cela ne changeait la seule chose qui comptait. Elle était toujours partie, et quelque part dans un monde qui ne lui répondait plus comme avant, elle vivait une vie qui ne l'incluait pas. Il est retourné à la ville après que tout fut terminé, au domaine qui semblait plus grand et plus vide que jamais. Le pouvoir avait été restauré, le contrôle rétabli, chaque menace extérieure éliminée. Mais la seule chose qu'il ne pouvait pas contrôler restait hors de portée. Il se tenait dans la même pièce où tout s'était brisé et réalisa quelque chose que personne d'autre ne comprendrait jamais. Il avait gagné la guerre, mais avait quand même perdu tout ce qui comptait. C'est alors que la recherche a de nouveau changé.
pas plus large, plus profonde. Parce que si elle avait appris à disparaître une fois, alors il apprendrait à la trouver par des moyens que personne n'avait jamais eu besoin d'utiliser auparavant. Et cette fois, il ne s'arrêterait pas. Ce n'est pas arrivé par chance. Les hommes comme lui ne croient pas à la chance, et les gens qui travaillaient pour lui non plus. C'est arrivé parce que quelque part, dans un endroit si petit qu'il aurait dû être invisible, un seul détail est passé entre les mailles du filet. Une photographie. Rien d'important à première vue. Juste le site web d'une boulangerie. Le genre que personne en dehors d'une ville tranquille ne prendrait la peine de regarder. Rempli de photos de pain, de clients souriants et d'une vie qui n'avait rien à voir avec le pouvoir, le sang ou le contrôle. Elle n'était même pas au centre de l'image. Juste une silhouette floue en arrière-plan, de la farine sur les mains, les cheveux attachés, la tête légèrement tournée comme si elle avait été surprise en plein mouvement. N'importe qui d'autre aurait fait défiler la page sans y penser. Son homme ne l'a pas fait. Ça a pris 3 secondes. C'est tout. 3 secondes pour que la reconnaissance s'allume, pour que la mémoire connecte ce que les yeux voyaient avec quelque chose qui ne devrait plus exister. L'image a été envoyée sans commentaire. Aucune explication. Aucune n'était nécessaire. Car lorsque le fichier s'est ouvert sur son écran, la pièce autour de lui est devenue silencieuse d'une manière qui n'avait rien à voir avec le son. Il l'a fixé plus longtemps qu'il n'aurait dû. Plus longtemps que n'importe quel homme prétendant au contrôle ne se le serait permis. La résolution était mauvaise, l'angle imparfait, mais c'était suffisant. Son visage, plus âgé, plus calme, changeait de manière qu'il ne pouvait pas encore définir, mais c'était bien elle, vivante. Pas cachée dans l'ombre, pas effacée, pas partie, vivante. Son premier instinct a été d'envoyer des hommes. Ça avait toujours été sa façon de faire. Distance, efficacité, contrôle. Mais quelque chose l'a arrêté. Quelque chose de vif et d'immédiat qui a coupé court à l'habitude avant qu'elle ne puisse s'installer. 3 ans lui avaient appris beaucoup de choses. L'une d'elles était qu'envoyer d'autres personnes signifiait du retard, des erreurs, la perdre à nouveau. Il s'est levé avant que quiconque ne puisse parler. La pièce a changé instantanément. Les conversations se sont tues. Les regards se sont baissés. Personne n'a demandé où il allait. Personne n'a osé suggérer autre chose. Car l'expression sur son visage indiquait clairement que ce qui venait de se mettre en marche n'était pas quelque chose que l'on pouvait interférer. Le trajet a duré des heures. Trop long et pas assez long à la fois. La ville s'est estompée derrière lui, remplacée par des routes qui se sont rétrécies, puis se sont brisées, puis ont disparu dans quelque chose qui pouvait à peine être qualifié de chemin. Il n'a pas ralenti, il ne s'est pas posé de questions. Si elle avait choisi cet endroit, cela signifiait qu'elle avait cru que c'était assez loin. Ça ne l'était pas. Au moment où il a atteint Grey Hollow, le ciel était encore sombre. Le genre de petit matin qui appartient aux gens qui se réveillent avant le monde. La ville ressemblait exactement à ce que la photographie avait suggéré. Petite, calme, oubliable. Rien à son sujet ne correspondait à la vie qu'elle avait autrefois vécue. Et pourtant, tout semblait délibéré, comme si elle l'avait choisi parce qu'elle effaçait tout ce qui avait précédé. Il s'est tiré sans attirer l'attention, une habitude si ancrée qu'elle ne nécessitait aucune réflexion. Le moteur s'est éteint, et pendant un instant, il est resté là, les mains posées sur le volant, fixant la rue devant lui. C'était là. 3 ans de recherche, à fouiller dans les informations, les mensonges et le silence l'avaient mené ici. À un endroit qui n'aurait pas dû avoir d'importance. Son pouls ne s'est pas emballé. Il a ralenti. Le contrôle, même maintenant. Il est sorti dans le froid, l'air vif sur sa peau, et a marché. La boulangerie était facile à trouver. La faible lueur de l'intérieur, l'odeur du pain déjà dans l'air, l'enseigne légèrement de travers au-dessus de la porte. Tout parlait de routine, de normalité, d'une vie qui n'avait rien à voir avec lui. C'est ce qui rendait la scène irréelle. Il s'est arrêté sur le porche. La pluie a commencé à tomber. Légère d'abord, puis plus forte, régulière, persistante. Il n'a pas bougé, n'a pas reculé, s'en fichait. Il pouvait entendre du mouvement à l'intérieur, doux, mesuré. Quelqu'un vacant à ses occupations matinales sans savoir que tout était sur le point de changer. Sa main s'est levée, a marqué une pause, puis est retombée. Il n'a pas frappé, car d'une manière ou d'une autre, il savait qu'elle viendrait.
Et elle est venue. La porte s'est ouverte sans avertissement, comme si le moment l'attendait lui-même pour se produire. Elle se tenait là, encadrée par une lumière chaude et un air calme. Et pour la première fois en 3 ans, il la voyait sans distance, sans souvenir, sans rien entre eux. Elle était réelle, et elle n'était pas seule. Les enfants furent la première chose que son esprit rejeta. Non pas parce qu'ils étaient inattendus, mais parce qu'ils étaient impossibles d'une manière que la logique ne pouvait pas accepter immédiatement. Un sur chaque hanche, petit, stable, une partie d'elle d'une manière qui les rendait complètement à leur place. Puis la fille a levé les yeux. Dorès, son souffle s'est coupé. Le garçon ne bougeait pas de la même manière. Il observait plutôt, immobile et attentif, son regard vif d'une manière qui ne devrait pas exister chez quelqu'un de si jeune. La reconnaissance ne s'est pas construite. Elle a explosé. Les siens. Il n'y avait aucun doute, aucune hésitation, aucun besoin de confirmation. Les siens. Sa gorge s'est nouée autour de mots qui refusaient de se former correctement. Le monde s'est rétréci à l'espace entre lui et la porte, à son visage, à leur visage, à la vérité qui se tenait devant lui comme quelque chose d'irréversible. Elle l'a vu se produire, a vu le moment exact où il a compris. Et elle n'a pas bronché, ne s'est pas adoucie, n'a pas reculé. Elle les a serrés plus fort contre elle. La distance entre eux n'était que de quelques mètres, mais elle semblait plus large que tout ce qu'il avait jamais traversé. Plus large que des villes, plus large que des années, plus large que tout ce qui s'était passé entre le moment où elle est partie et le moment où il l'a retrouvée. Il a essayé de parler. Son nom est sorti en premier, brisé, instable, rien à voir avec la voix que les gens craignaient. Et puis tout s'est terminé comme ça avait commencé, avec une porte qui claque. Le son a résonné dans la rue calme, assez tranchant pour percer la pluie, assez final pour ne laisser aucune place à l'incompréhension. Le verrou s'est enclenché, un son bref mais absolu, et d'un coup, elle avait de nouveau disparu. Mais cette fois, il savait ce qu'il y avait de l'autre côté, et ça changeait tout. Il n'a pas bougé pendant un long moment. La pluie a trempé ses vêtements, a coulé sur son visage, a brouillé les contours du monde autour de lui. Rien de tout cela n'avait d'importance. Ni le froid, ni le silence, ni le fait qu'on venait de lui fermer la porte du seul endroit qu'il essayait d'atteindre depuis 3 ans. Parce que derrière cette porte se trouvaient ses enfants, et il venait à peine de les trouver. Alors, au lieu de partir, au lieu de retourner à la vie qui n'avait jamais semblé plus vide, il est descendu du porche, s'est assis sur les marches en bois mouillées et a attendu. Pour la première fois de sa vie, l'homme qui n'attendait jamais rien a choisi de le faire. Il n'est pas parti. C'est la première chose que la ville a remarqué, bien que personne ne l'ait dit à voix haute. Des hommes comme lui n'avaient pas leur place dans des endroits comme Grey Hollow, et pourtant il était là, assis sur un porche sous la pluie, comme s'il n'avait nulle part où aller. Les heures ont passé, le genre d'heure qui s'étire, mince et inconfortable, où le temps semble plus lourd qu'il ne le devrait. La pluie a ralenti, puis s'est arrêtée, puis est revenue par douces averses. Mais il est resté exactement où il était, immobile, comme si le monde s'était rétréci à un seul point et qu'il refusait de s'en éloigner. À l'intérieur, elle le sentait là. Non pas par le son, non pas par la vue, mais par quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'elle avait passé 3 ans à essayer d'enterrer sous la routine, la distance et le silence. Elle se déplaçait dans la petite cuisine avec une précision minutieuse, les mains stables pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, comme si tout était normal. Comme si le passé n'était pas juste arrivé pour s'asseoir devant sa porte. Les enfants sont restés près d'elle, inhabituellement silencieux au début, sentant quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nommer, mais qu'ils pouvaient ressentir. Lena a craqué la première. C'était toujours elle. Elle n'était pas faite pour le silence, pas faite pour l'immobilité, pas faite pour ignorer quelque chose qui attirait son attention. Elle se tenait près de la fenêtre, jetant un coup d'œil à travers le rideau, avec une curiosité non dissimulée. Ses petits doigts s'agrippaient de tissu comme si elle pouvait rapprocher le monde entier si elle essayait assez fort. « Maman, dit-elle, sa voix douce mais insistante. Le grand monsieur est toujours là. » Sarah ne s'est pas retournée. Elle le savait déjà. « Je sais. »« Pourquoi ?» demanda Lena, penchant la tête d'une manière qui semblait trop familière, trop semblable à quelqu'un d'autre. « Il n'a pas de maison. » La question a frappé plus fort qu'elle n'aurait dû. « Si, il en a une, » répondit Sarah avec précaution.
Il n'a juste pas sa place ici. Ash ne dit rien. Il le faisait rarement quand les choses comptaient. Au lieu de ça, il observait. Pas la porte, pas la fenêtre, mais elle. Ses yeux suivaient chaque mouvement, chaque changement dans sa respiration, chaque petite tension dans ses épaules. Il n'avait pas besoin d'explication. Il recueillait les vérités dans les espaces entre les mots. Dehors, l'homme qui avait bâti un empire sur le contrôle était assis, les coudes sur les genoux, les mains jointes lâchement devant lui, comme s'il s'accrochait à quelque chose d'invisible. Il avait affronté des hommes armés, négocié avec des ennemis qui l'auraient tué sans hésitation, se tenait dans des pièces où un mot de travers pouvait déclencher une guerre. Et rien de tout cela ne l'avait préparé à ça. Attendre, ne pas commander, ne pas prendre, juste exister dans l'espace qu'elle lui avait permis. Même si cet espace n'était rien de plus que la lisière de sa vie. À la mi-journée, la ville avait remarqué. Les gens passaient plus lentement que d'habitude, jetant un coup d'œil, puis deux, la curiosité les tiraillant discrètement. Personne ne l'a approché. Quelque chose en lui rendait cela impossible. Même ici, dans un endroit épargné par son monde, le poids de qui il était persistait dans sa posture, dans l'immobilité qui n'était pas calme mais contenue. La première interruption est venue sous forme d'inquiétude, pas de confrontation. Un homme de la rue, plus âgé, pratique, le genre qui répare les choses sans poser de questions, s'est arrêté à quelques mètres et l'a étudié. « Vous comptez rester assis là toute la journée ?» demanda-t-il sans méchanceté. La réponse est venue sans hésitation. « Oui. » L'homme a hoché la tête lentement, comme si cela expliquait tout et rien à la fois. « Vous allez attraper froid. » Non, un autre hochement de tête. Puis il est parti. À l'intérieur, Sarah a pressé ses mains contre le comptoir, sa respiration courte, son contrôle s'amenuisant d'une manière qu'elle n'aimait pas. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Il était censé partir. Les hommes comme lui partaient toujours quand on le leur disait. La fierté l'exigeait, le pouvoir l'imposait. Mais il ne partait pas, et ça c'était dangereux d'une manière à laquelle elle ne s'était pas préparée. Parce que cela signifiait qu'il n'était pas ici en tant que Don. Il était ici en tant que quelque chose d'autre. Lena tira de nouveau sur sa manche. « Maman, on peut lui donner du pain? » La question était si simple qu'elle ressemblait à un piège. Non. Pourquoi pas? Parce qu'il n'en a pas demandé. Lena fronça les sourcils, y réfléchissant avec le sérieux qu'elle mettait en toute chose. Mais il a l'air d'avoir faim. L'image a frappé Sarah avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Lui assis là, immobile, ne mangeant pas, ne partant pas, ne faisant rien d'autre qu'exister dans un espace où il n'avait aucun contrôle. Ça ne correspondait pas à l'homme dont elle se souvenait. Ça ne correspondait pas à l'homme qu'elle avait fui. Et ce décalage la troublait plus que tout. Le temps s'est étiré. Le soleil s'est déplacé. La ville a suivi son cours. Et il est resté. Quand le soir est venu, l'air s'est rafraîchi, les ombres se sont allongées, et la lumière à l'intérieur du cottage est devenue plus chaude, plus douce, comme si elle protégeait quelque chose de fragile. Lena s'est endormie la première, blottie contre elle, son petit corps cédant enfin à l'épuisement qu'elle n'admettait jamais. Ash est resté éveillé plus longtemps, son regard se portant une fois vers la porte, puis revenant vers elle, comme s'il mesurait quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. « Il ne partira pas, dit-il doucement. Ce n'était pas une question. » Sarah ferma les yeux un bref instant, puis les rouvrit, stable, maîtrisée, mais plus tout à fait intacte. « Non, admit-elle. » Dehors, l'homme qui avait autrefois commandé des villes entières leva légèrement la tête, ses yeux fixés sur la porte qui ne s'était pas rouverte, sa patience s'étirant dans quelque chose qui ressemblait moins à de l'attente qu'à une décision. Et à l'intérieur, pour la première fois depuis son arrivée, quelque chose a changé. Pas le pardon, pas l'acceptation, juste la plus petite, la plus dangereuse des fissures, parce qu'il ne forçait pas son entrée. Il restait. Et cela signifiait que ce n'était plus une question de pouvoir. C'était une question d'endurance. Et l'endurance était quelque chose qu'elle comprenait trop bien. La vérité n'est pas arrivée en un seul instant. Elle est venue lentement, comme quelque chose longtemps enfoui, se frayant un chemin vers la surface, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être ignorée. Elle avait entendu ces mots le premier jour à travers la porte, des fragments portés par la pluie et la distance. Mais elle ne les avait pas crus.
Pas entièrement. La croyance exigeait la confiance, et la confiance était quelque chose qui était mort la nuit où elle était partie. Pourtant, le doute avait commencé à grandir, silencieux et importun, se nourrissant des parties du passé qui n'avaient jamais vraiment eu de sens. Ça a commencé par de petites choses, des souvenirs qui changeaient quand elle les regardait de trop près. La façon dont sa voix avait sonné cette nuit-là, pas claire, pas instable, mais rauque, inégale, comme si elle ne lui appartenait pas. La façon dont ses yeux l'avaient regardé quand il l'avait vue dans l'embrasure de la porte. Pas coupable, pas défensif, mais choqué d'une manière qui semblait trop réelle pour être jouée. Elle avait repoussé ses pensées pendant des années, les avait enterrées sous la survie, la maternité, la nécessité d'avancer sans regarder en arrière. Mais maintenant, il était là, assis dans la même ville, respirant le même air, et ses questions enfouies refusaient de rester silencieuses. Il ne la poussait pas. C'est ce qui rendait les choses pires. S'il avait exigé, s'il avait utilisé le poids de qui il était pour forcer son retour dans sa vie, elle aurait su comment réagir. La colère était facile. La résistance était familière. Mais ça, cette patience, cette présence silencieuse qui ne demandait rien et ne prenait rien, ça lui laissait de l'espace. Et l'espace était dangereux, car il lui permettait de penser. 3 jours ont passé avant qu'elle ne lui reparle. C'était le soir, la lumière s'estompant dans ce gris doux qui donnait l'impression que tout était suspendu entre le jour et la nuit. Les enfants étaient à l'intérieur, distraites par quelque chose de simple, de ce, et elle est sortie sur le porche comme si elle avait déjà décidé de ce qu'elle devait faire. Il était là, comme il l'avait été tous les jours, assis sur les marches, sa posture détendue, mais pas négligente, son attention se tournant vers elle dès que la porte s'est ouverte. Pendant une seconde, aucun d'eux n'a parlé. La distance entre eux semblait plus petite maintenant, pas physiquement, mais d'une manière plus difficile à définir. Tu as dit que ce n'était pas réel, dit-elle finalement, sa voix stable, maîtrisée, mais plus froide. Cette nuit-là, tu as dit que ce n'était pas ce que ça semblait être. Il n'a pas bougé, n'a pas essayé de combler la distance, n'a pas tendu la main vers elle d'une manière qui aurait pu briser le fragile équilibre qui s'était formé entre eux. C'était le cas. Alors explique-le, dit-elle, plus sèchement maintenant, le tranchant revenant. Explique comment j'ai vu ce que j'ai vu et comment tu t'attends à ce que je crois autre chose. Sa mâchoire se crispa, non pas de colère, mais de retenue. J'étais drogué. Le mot flotta dans l'air, lourd et difficile, comme quelque chose qui refusait de se mettre en place. Elle ne réagit pas immédiatement. Ne lui donna rien. C'est pratique. C'est la vérité. Sa voix ne s'est pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. Il y avait quelque chose en elle qui portait son propre poids. Quelque chose d'usé par la répétition, par le fait de dire la même chose encore et encore à des gens qui ne le croyaient jamais. Elle croisa les bras, se tenant droite d'une manière qui semblait instinctive. « Et tu t'attends à ce que j'accepte ça, tout simplement? »« Non, dit-il doucement. Je m'attends à ce que tu ne le fasses pas. » Cela l'a pris au dépourvu. Juste assez pour faire bouger quelque chose en elle. Juste assez pour la faire écouter, au lieu de le rejeter complètement. « Je ne savais pas ce qui se passait, continua-t-il, son regard fixé sur le sien, sans esquive, sans dissimulation. Pas au début. Tout semblait faux, flou, comme si j'étais là, mais pas entièrement en contrôle. Je me souviens qu'elle était proche, trop proche. Je me souviens avoir essayé de la repousser, d'essayer de reculer, mais mon corps ne répondait pas comme il aurait dû. Et puis il s'arrêta une seconde, quelque chose se crispant dans son expression. Et puis tu étais là. Le souvenir flottait entre eux, vif et implacable. Et j'ai vu ton visage, termina-t-il plus doucement maintenant. Et j'ai su que quelque chose n'allait pas, mais il était déjà trop tard. Elle secoua légèrement la tête, non pas en signe de déni, mais de frustration, dans le genre de colère qui vient quand on ne sait pas quoi croire. Ça ne prouve rien. Non, acquiesça-t-il, ça ne prouve rien. C'est pourquoi je ne me suis pas arrêté là. Ses yeux se plissèrent légèrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Il expira lentement, comme s'il avait attendu ce moment mais n'était pas sûr qu'il arriverait un jour. J'ai passé 3 mois à décortiquer tout ce à quoi j'avais accès. Chaque connexion, chaque transaction, chaque personne qui avait été près de moi cette nuit-là. J'ai trouvé le fournisseur, celui qui a fourni les drogues.
J'ai trouvé la route par laquelle elles sont arrivées, les gens qui les ont manipulées, les messages qui reliaient tout ça à elles. Son souffle se coupa juste une seconde. Ta sœur, dit-il les mots délibérés, précis. Elle n'était pas seule, elle travaillait avec une famille rivale. Ils avaient besoin que tu sois hors de leur chemin, que je sois compromis. Ils avaient besoin de briser la seule chose que je n'ai jamais laissé personne toucher. Le monde sembla basculer légèrement, comme si quelque chose de fondamental avait changé sans prévenir. Ils l'ont planifié, continua-t-il, sa voix plus basse maintenant, mais non moins stable. Chaque détail, le timing, le décor, la façon dont ça apparaîtrait si tu entrais au moment exact où ils avaient besoin que tu le vois, ce n'était pas un accident, ce n'était pas une erreur, c'était une stratégie. Elle ne parla pas, ne pouvait pas, parce que soudain, les pièces qui n'avaient jamais tout à fait collé commençaient à s'aligner. Le malaise qu'elle avait ressenti avant cette nuit. La façon dont sa sœur avait été partout, trop présente, trop impliquée, trop à l'aise dans des espaces qu'elle n'aurait pas dû occuper. La façon dont tout s'était déroulé avec une précision qui semblait maintenant délibérée au lieu de chaotique. Où est-elle maintenant? Demanda-t-elle finalement, sa voix plus basse, plus stable qu'elle ne se sentait. Son expression ne changea pas. Disparue. Le mot était simple, final. Et la famille avec qui elle travaillait? Disparue. Le silence s'installa de nouveau, plus lourd cette fois, rempli de quelque chose qui n'était pas tout à fait du soulagement et pas tout à fait de la colère, mais quelque chose de plus profond, de plus compliqué. Elle avait passé 3 ans à croire une seule vérité, à construire sa vie autour d'elle, à survivre grâce à elle. Et maintenant, cette vérité changeait. Elle ne disparaissait pas, mais elle se transformait. Elle le regarda vraiment. Non pas comme l'homme qu'elle avait fui, non pas comme le Don que tout le monde craignait, mais comme la personne qui se tenait devant elle maintenant. Fatiguée, usée, portant quelque chose qui ressemblait beaucoup à du regret. 3 ans, dit-elle doucement. 3 ans de ma vie, partis en fumée. Son regard ne vacilla pas. Je sais. 3 ans à les élever seuls, à ne pas savoir si je faisais les bons choix. Sa voix faiblit légèrement avant qu'elle ne la stabilise à nouveau. À croire que j'avais été jeté. Ce n'est pas vrai, dit-il immédiatement, certain. Elle laissa échapper un petit souffle sans humour. C'est ce que j'ai ressenti. Je sais, répéta-t-il plus doucement maintenant. Et pour la première fois depuis son arrivée, la colère en elle changea. Pas disparue, pas pardonnée, mais redirigée. Parce que la douleur était toujours là. Les années étaient toujours perdues. Mais la personne qu'elle avait blâmée pour tout ça n'était peut-être pas celle qui le méritait. Et cette prise de conscience était plus troublante que tout le reste. Parce que s'il n'était pas le méchant de son histoire, alors tout ce qu'elle avait construit pour lui survivre semblait soudain moins certain. Et cela la laissait dans une situation à laquelle elle ne s'était pas préparée. Une où le passé n'était plus clair et l'avenir l'était encore moins. Ça ne s'est pas terminé par une décision. Il n'y a pas eu de moment où tout est soudainement devenu clair. Pas de ligne franchie qui séparait le passé du futur de manière nette et satisfaisante. Au lieu de cela, ça s'est déroulé lentement, comme si tout ce qui comptait avait appris à bouger à un rythme qu'elle pouvait supporter. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en quelque chose de plus calme, de plus stable. Sa présence a cessé de ressembler à une intrusion et a commencé à ressembler à quelque chose qui avait toujours manqué. Il est resté, comme il l'avait dit, pas dans sa maison, pas dans son espace, mais assez proche pour que la distance entre eux ne ressemble plus à une voie de secours. Un petit logement à 2 rues de là est devenu le sien, dépouillé de tout ce qui le définissait autrefois. Pas de garde, pas d'appel constant, pas de rappel de l'Empire qui attendait son retour. L'homme qui avait contrôlé des villes accompagnait maintenant les enfants à la boulangerie le matin, un de chaque côté, leurs petites mains enroulées autour de ses doigts comme si elles y avaient toujours appartenu. Elle a observé la scène avant de se permettre d'y croire. Lena l'a revendiqué la première, avec une sorte de certitude intrépide qui ne laissait aucune place au doute. Elle lui parlait, exigeait son attention, le tirait dans son monde comme si elle l'avait attendu depuis toujours. Ash était différent, plus calme, prudent. Il observait avant d'agir, mesurait chaque mot, chaque geste, jusqu'à ce qu'un soir, sans prévenir, il grimpe sur ses genoux et y reste, se reposant d'une manière qui en disait plus que n'importe quelle question.
C'est alors que quelque chose en elle a de nouveau changé. Pas le pardon, pas encore, mais la reconnaissance. Il était leur père et il ne partait pas. La vérité sur ce qui s'était passé n'a pas effacé les années. Elle n'a pas effacé les nuits qu'elle avait passées seule, la peur qu'elle avait ravalée, la force qu'elle avait été forcée de construire pièce par pièce. Ces choses sont restées, gravées en elle de manière indélébile. Mais la colère, autrefois vive et dévorante, avait commencé à perdre sa direction. Elle n'était plus ancrée à l'homme en face d'elle de la même manière qu'auparavant. La nuit où tout a de nouveau changé n'a pas été spectaculaire. Il n'y a pas eu de confrontation, pas de voix élevée, pas d'argument final exigeant une résolution. C'était calme, presque douloureusement calme. Ash avait de la fièvre, le genre de fièvre qui arrive soudainement et monte trop vite, transformant son petit corps en quelque chose de fragile et d'effrayant en quelques minutes. Elle avait déjà géré des fièvres. Elle avait tout géré seule auparavant. Mais c'était différent. Quelque chose clochait d'une manière qu'elle ne pouvait ignorer. Elle l'a appelé sans réfléchir. Il était là avant même que le deuxième appel ne puisse finir de sonner. Il n'y avait aucune hésitation dans sa façon de bouger, aucune incertitude, aucune distance. Il est entré dans son espace comme s'il y appartenait. Pas en tant que Don, pas en tant qu'homme qui commande, mais en tant que père qui savait exactement quoi faire. Il a pris Ash avec précaution, ses mains stables, sa présence rassurante coupant court à sa panique montante. Et puis il a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose qui n'avait pas sa place dans le monde où elle l'avait connu. Il a baissé la voix et a parlé doucement. Pas des mots destinés à être compris, mais quelque chose de plus profond, d'instinctif. Un rythme, un calme, une présence qui s'est posée sur l'enfant comme une promesse que tout irait bien. La respiration d'Ash a ralenti. La tension a quitté son petit corps progressivement, la fièvre tombant d'une manière qui semblait presque impossible. Elle laisse rester là à regarder, la poitrine serrée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. C'est ça qu'elle avait manqué. C'est ça qui leur avait été enlevé. Pas seulement les années, mais les moments. Les petits moments tranquilles qui comptaient plus que tout. Quand ce fut terminé, quand Ash s'est endormi et que la maison est revenue au silence, elle s'est retrouvée dans la cuisine avec lui. La distance entre eux n'était plus assez grande pour se cacher derrière. Les mots sont venus sans préparation, sans stratégie, sans le contrôle minutieux sur lequel elle s'était appuyée si longtemps. « Je suis fatiguée, dit-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années. Il n'a pas interrompu, n'a pas essayé de combler le silence. Je suis fatiguée de faire ça seule, fatiguée d'être en colère, fatiguée de prétendre que rien de tout ça n'a d'importance alors que si. Il s'est rapproché alors. Pas assez pour l'envahir, juste assez pour être là si elle le choisissait. Je sais, dit-il doucement. Elle le regarda vraiment. Non pas comme l'homme qui l'avait blessé, non pas comme l'homme qui l'avait perdu, mais comme celui qui était revenu et était resté, qui avait attendu sans forcer, qui avait choisi la patience plutôt que le pouvoir. « Je ne sais pas comment réparer ça, admit-elle. « Tu n'as pas à le faire, répondit-il. Nous devons juste arrêter de le briser. » La simplicité de cette phrase s'est installée en elle d'une manière que rien d'autre n'avait fait. Pas une promesse de perfection, pas une demande de pardon, juste un choix d'essayer. Elle a comblé la distance elle-même cette fois. Un petit pas qui semblait plus grand que tout ce qu'elle avait fait depuis des années. Sa main se leva lentement, lui donnant le temps de reculer si elle en avait besoin, mais elle ne le fit pas. Elle s'appuya contre lui. Pas entièrement, pas complètement, mais assez pour sentir la stabilité à laquelle elle avait autrefois fait confiance. Le lien entre eux ne s'est pas ravivé avec fracas. Il n'en avait pas besoin. Il était là, silencieux, patient, attendant d'être reconstruit. La cérémonie, quand elle a eu lieu, ne s'est pas déroulée dans une grande salle, ni sous les yeux attentifs de personnes qui mesurent la valeur en pouvoir et en influence. C'était dans le petit jardin derrière sa maison, où l'air sentait la lavande et où le sol semblait réel sous leurs pieds. Il n'y avait pas de témoins qui comptaient au-delà de ceux qui l'avaient soutenue quand elle n'avait rien. Les enfants couraient entre eux, leur rire remplissant l'espace où le silence avait autrefois régné. Il ne portait pas un costume qui le marquait comme intouchable. Elle ne portait rien qui lui rappelait une vie qu'elle avait laissée derrière elle. Ils se tenaient tels qu'ils étaient maintenant, dépouillés de tout ce qui les avait autrefois définis, sauf la seule chose qui restait,
Sarah, quand il a parlé, ce n'était pas en tant que Don faisant une réclamation, mais en tant qu'homme demandant quelque chose qu'il savait ne pas pouvoir prendre. Et quand elle a répondu, ce n'était pas parce qu'elle avait oublié. C'était parce qu'elle avait décidé que ce qu'il pouvait construire maintenant était plus fort que ce qui avait été brisé auparavant. Au final, ce n'était pas une question de pouvoir, c'était une question de ce qui restait quand le pouvoir avait disparu. Et ce qui restait, c'était